Nouvelle vidéo d'actualité en ce début du mois de mai 2020. Il y a 3 informations que je voulais partager qui m'ont marqué ces derniers jours. 2 qui concernent YouTube et une 3e qui concerne l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et on en profitera aussi peut-être même pour parler d'une histoire de poulet. C'est parti. Première actualité qui concerne YouTube et plus spécifiquement un YouTuber du nom de Rick Beato. Je remercie au passage mon ami Marc Hallyday qui m'a signalé cette vidéo qui date d'un mois ou deux, c'est pas tout à fait récent, mais Rick Beato est quelqu'un qui, au travers de sa chaîne YouTube, qui compte 1,5 million d'abonnés, explique la théorie musicale, la composition, l'arrangement, ce genre de choses. Et dans une vidéo récente, il expliquait le mode mixolydien. Et pour illustrer son propos, à un moment donné dans la vidéo, il prend sa guitare, il joue quelques accords dans une gamme donc en mode mixolydien en disant « mais John Lennon aimait beaucoup ce mode, il a composé cette chanson et il joue la mélodie d'une chanson de John Lennon en mode mixolydien ». Quelques jours plus tard, il reçoit une notification de la part de YouTube « Cher monsieur, votre vidéo utilise une œuvre protégée par le droit d'auteur. En conséquence, automatiquement, on la passe en mode partage, en mode sharing, c'est-à-dire que au lieu de vous reverser 100% de la monétisation de votre vidéo, eh ben, on en garde les 2/3, 66%, pour les donner aux ayants droit. Et ce qui a frappé Rick Beato, c'est que cette décision n'a pas été prise par YouTube sur la base d'une analyse automatique faite par un algorithme, mais en fait sur dénonciation de la part des ayants droit. Alors, comme Rick Beato est ce qu'on appellerait un vétéran de l'industrie musicale aux États-Unis, il connaît beaucoup de monde, il se renseigne et apprend qu'effectivement les maisons de disques payent, soit salarient des gens ou payent des sociétés extérieures pour passer leur journée sur YouTube, en particulier sur les chaînes qui ont beaucoup d'abonnés, pour essayer de déceler la moindre utilisation d'une œuvre qui serait sur leur catalogue. En l'occurrence, c'est Sony ATV, puisque les œuvres des Beatles appartiennent à Sony. Et là, Rick Beato a fait une vidéo pour dénoncer cela, parce qu'il trouve ça particulièrement injuste. Lui ne fait que de la pédagogie, et il n'a pas diffusé l'œuvre des Beatles, il n'a même pas chanté la chanson de John Lennon, il a juste utilisé un exemple d'une mélodie de quelques notes. Et d'ailleurs, c'est bien précisé dans la notification qui lui est faite par YouTube. Et là, YouTube lui propose que peu de solutions. 1, supprimer sa vidéo. 2, supprimer le passage en question, qui ne dure que quelques secondes sur les 12 minutes que dure sa vidéo au total. Ou alors, garder l'image, mais supprimer le son. Très pratique pour enseigner la musique, de supprimer le son. Et c'est pourquoi Rick Beato est très indigné. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Je mettrai le lien dans la description en dessous. Je ne peux pas encore mettre de lien directement dans la vidéo. J'aurais aimé le faire, mais en fait, pour ça, il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Et j'en ai pas assez pour débloquer cette fonctionnalité. Donc, j'en profite pour vous le demander. Si vous pensez que les vidéos que je fais ici sur cette chaîne peuvent vous être utiles, ben, merci de vous abonner. Ça m'aidera à débloquer les fonctionnalités avancée de YouTube. Et pour en revenir à Rick Beato, ses contacts dans les maisons de disques lui ont confirmé qu'en fait, chaque année, il gagne beaucoup d'argent avec ce système-là, en prenant 66% de la rémunération des YouTubeurs. Alors, bien sûr, parfois c'est justifié si on fait un cover d'une chanson ou si carrément on diffuse la musique enregistrée d'une œuvre, il est normal de rémunérer les ayants droit. Par contre, là, au sein de l'Union européenne, c'est ce qui pourrait s'appeler l'exception pédagogique. Il est juste en train d'expliquer une suite d'accords, donc il l'avait un petit peu mauvaise avec tout ça. Et en plus, ce que ses contacts dans les maisons de disques lui disent, c'est que la plupart du temps, les gens n'osent pas contester. Bien sûr, YouTube offre la possibilité de contester la décision qui a été prise, qui s'applique sans négociation. Mais évidemment, le problème, si on conteste, c'est qu'on risque fort de perdre parce qu'on est un YouTuber tout seul avec son avocat et on n'a pas en face l'armée d'avocats que peuvent opposer les grandes maisons de disques. Donc on n'ose pas contester parce que si on conteste, au bout de 3 fois, on risque de perdre totalement sa chaîne YouTube qui sera carrément fermée par YouTube. Toutes les vidéos seront effacées et tout sera terminé alors que cela représente pour un YouTuber comme Rick Beato des années de travail d'avoir toutes ces vidéos et pratiquement ces 200 millions de vues au total. Donc c'est pour ça qu'il est très énervé, mais on va voir avec la deuxième actualité, qui justement, ça explique pas mal
des revenus de YouTube. Deuxième actualité beaucoup plus récente, cette fois-ci, c'est la société Alphabet, qui est la maison mère de YouTube et de Google, qui a publié ses résultats pour le premier trimestre 2020 et au passage, nous avons les chiffres définitifs pour son activité en 2019. Et chose nouvelle, la société Alphabet a décidé, contrairement à ce qu'elle faisait avant, de bien séparer dans sa présentation les résultats de Google de ceux de YouTube, ce qui nous permet d'apprendre déjà la place de YouTube par rapport à Google dans le groupe Alphabet et en plus de voir comment YouTube redistribue ses revenus pour ce qui est de la musique et le rôle et la place de la musique dans les vidéos YouTube. Premier constat, Alphabet annonce donc que le résultat de YouTube pour l'année 2019 a été légèrement supérieur à 15 milliards de dollars, alors que dans le même temps, le résultat de Google, lui, était de pratiquement 135 milliards de dollars. Donc ça nous donne déjà une idée de la place de YouTube qui représente un peu plus de 10% par rapport à Google. Donc YouTube est une entité assez petite par rapport à ce que rapporte Google. Mais enfin, assez petit, tout est relatif, 15 milliards, c'est quand même une jolie somme, et donc on en apprend un peu plus sur la place de la musique, qui en 2019 s'est hissée à la première position des vues, puisque les vidéos musicales sur YouTube ne représentent que 5% du contenu total de YouTube, mais ces 5% de contenu génèrent à eux seuls 22% des vues, c'est la première place. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent l'entertainment, qui était en première place en 2018 et qui passe en deuxième place en 2019. Derrière donc la musique. La musique, c'est 22% des vues de YouTube. Autre information importante, Alphabet souligne qu'ils ont reversé à peu près 3 milliards de dollars aux fournisseurs de musique. Donc toutes ces informations nous permettent de calculer un petit peu les choses. YouTube donc déclare reverser 55% de ses revenus publicitaires aux ayants droit, ce qui fait 55% de 15 milliards, ça fait 8,33 milliards à peu près. Et si la musique représente effectivement 22% des vues, bien logiquement, on devrait trouver 1,83 milliard de revenus publicitaires de YouTube qui sont reversés aux producteurs de musique de toute taille. Par ailleurs, comme YouTube déclare recevoir 1,55 milliard de dollars en abonnement et que on peut supposer que elle se comporte alors comme les autres plateformes de streaming et donc reverse 70% de ses revenus, eh bien à ce moment-là, ça nous donne 1,08 milliard de dollars qui seraient donc reversés aux producteurs de musique. Et si on additionne 1,08 avec 1,83, eh bien on arrive à 2,91, c'est-à-dire effectivement qu'on n'est pas loin des 3 milliards de dollars que Alphabet annonce avoir reversé aux producteurs de musique pour l'année 2019. Ça, c'est une deuxième information. Et puis, troisième information, c'est monsieur Francis Gurry, qui est le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Alors, cette organisation, c'est une partie de l'Organisation des Nations Unies. Son siège est à Genève, en Suisse, et le rôle de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, eh bien, c'est de faire en sorte que tous les États qui sont membres des Nations Unies puissent se réunir, se concerter et harmoniser leurs législations respectives sur tout ce qui touche à la propriété intellectuelle. Donc ce monsieur Francis Gurry, qui en est le directeur général, s'est récemment publiquement inquiété du fait que l'épidémie de coronavirus et le confinement d'une bonne partie de la population qu'elle a entraîné poussent un certain nombre d'artistes et de producteurs à mettre un grand nombre de contenus gratuitement à disposition du public, et M. Gurry s'alarme, s'inquiète en disant « Attention, la gratuité est une exception, mais si les exceptions se multiplient, eh bien cela finit par casser le droit d'auteur et peut représenter à terme un danger pour l'ensemble de la filière culturelle. » À travers ces trois informations, on voit quand même clairement qu'on est toujours dans un état d'esprit, dans une politique générale qui consiste à considérer le public uniquement comme un consommateur qui ne peut que acheter des billets de concert, des disques, des vinyles, des abonnements à telle ou telle plateforme, mais qui en aucun cas ne peut être partie prenante dans cette chaîne de la création et de transmission de valeurs économiques au travers de la production musicale. Mais cette vision du public
uniquement dans sa dimension de consommateur, était quelque chose qui n'a en réalité dans l'histoire de l'humanité existé uniquement au XXe siècle. Le XXe siècle a été une parenthèse dans l'histoire de l'humanité dans laquelle la production artistique et la production musicale en particulier a été extrêmement professionnalisée, extrêmement concentrée entre quelques mains qui aujourd'hui semblent peiner à aborder le XXIe siècle avec sérénité. Parce que si, pendant une seconde, on se met à considérer le public à la fois comme un producteur, un diffuseur et un promoteur. Et si on en revient à la mésaventure de Rick Beato, si au lieu de le considérer comme du public passif qui doit absolument payer, en l'occurrence les 2/3 de la monétisation qu'il aurait pu retirer de sa vidéo sur le mode mixolydien, si au lieu de ça, on le considère comme quelqu'un qui est en train en fait d'assurer non seulement de la diffusion mais aussi de la promotion pour les œuvres, à ce moment-là, on pourrait très bien lui appliquer un système plus équitable en disant « Monsieur, sur les 12 minutes de votre vidéo, vous avez utilisé quelques secondes, à peu près 5-6% de votre temps d'antenne à utiliser une œuvre qui est protégée par le droit d'auteur. Et à ce moment-là, on va vous prendre ce même pourcentage de votre monétisation. » Et là, du coup, on l'encourage à continuer et à recommencer, plutôt que de l'encourager à baisser les bras et laisser tomber toute l'affaire. Et en plus, nous disposons aujourd'hui de tous les outils qui permettent de réaliser tout cela de manière quasi automatisée, notamment un outil auquel je m'intéresse particulièrement qui s'appelle la blockchain. Une petite histoire de poulet pour terminer. Depuis quelques années déjà, quand vous achetez une barquette ou un poulet dans les hypermarchés, supermarchés Carrefour, eh bien, sans le savoir, vous faites appel à tout un système de traçabilité qui est basé sur la blockchain et qui permet à la société Carrefour, à partir du poulet que vous avez dans la main, de remonter jusqu'à l'œuf d'où il est sorti, en passant par, bien évidemment, dans quel élevage le poussin a grandi, quel vétérinaire lui a fait quel traitement, quel vaccin, quel jour, à quelle heure, et ensuite quel transporteur l'a emmené jusqu'à l'abattoir, et quel autre transporteur l'a emmené de l'abattoir jusqu'à tel magasin qui vous a permis finalement de l'avoir dans la main. Alors, bien sûr, la société Carrefour est une grande entreprise, mais c'est quand même loin d'être un géant du net, et pourtant, cette société-là a été capable, en l'espace de quelques mois, de développer toute une solution à partir de blockchain qui lui permet d'assurer cette traçabilité des poulets, et pardon de le dire, mais chaque année, on produit quand même beaucoup plus de poulets que de chansons. Et assurer la traçabilité d'une chanson avec ce que j'appelle la traçabilité, c'est-à-dire qui a droit à quoi sur cette chanson-là, c'est pas beaucoup plus compliqué que de gérer la traçabilité de la vie d'un poulet. Donc, il serait peut-être temps de changer un peu son fusil d'épaule, d'autant plus que ces trois actualités-là, évidemment, vont avoir un rôle décisif dans le débat qui s'annonce pour, en principe, l'automne 2020 sur le projet de loi audiovisuel en France, projet de loi dans le cadre duquel devrait être transposée une autre partie de la directive de 2019 sur le droit d'auteur, étant la partie qui précisément vise à obliger les plateformes comme YouTube à négocier des autorisations avec les ayants droit. Et c'est pour cela que je trouve particulièrement alarmante à la fois la mésaventure de Rick Beato, à la fois l'intervention de Francis Gurry, car elle montre un état d'esprit qui, à mon sens, n'est pas du tout propice à un développement serein de l'économie musicale au XXIe siècle. C'est la fin de cette petite revue de presse pour début mai 2020. Merci beaucoup de votre attention, encore bravo et à très bientôt.